Bienvenue dans Espace L, notre bel espace de sororité, le podcast 100% dédié à la femme. Je suis Awa et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce podcast. Quand nos E4Chi prennent la parole. Dans cet épisode spécial 8 mars, nous avons décidé de donner la parole à nos alliés, à ces hommes qui sont là pour nous aider, à ces hommes qui sont là pour nous conforter, à ces hommes qui sont là pour l'égalité de genre. Notre invité de ce podcast s'appelle Youssouf Koumari. Il est coach, formateur. Il est également le directeur général du centre de formation professionnelle Farmix. Bonjour, monsieur Youssouf. Bonjour, Awa. J'espère que vous allez bien. Je vais te tutoyer. Non, vas-y. Ok, super alors. Bien. Alors, monsieur Youssouf, vous pouvez un peu nous parler de l'historique du 8 mars parce que voilà, pour ce 8 mars, on a vraiment tenu à avoir un homme là avec nous, voilà, qui nous soutient dans nos luttes, quoi. Exactement, ouais. Donc, un peu l'historique du 8 mars, comment c'est venu, voilà. Ok. Au fait, il y a beaucoup de personnes qui font les activités du 8 mars, mais qui ne connaissent pas réellement c'est quoi le 8 mars. Le 8 mars, c'est toute une chaîne, c'est toute une période. Maintenant, on va aller jusqu'au temps du prophète. Parce que on va voir que au temps du prophète, paix et salut sur lui, avant qu'il ne soit prophète, quand les femmes donnaient naissance à des filles, on les enterrait directement dans un trou. On les jetait même là-bas. Donc après, quand on va venir aux Indes, au temps moyen, il y avait aussi, quand un homme meurt, on donnait sa femme, c'est-à-dire on brûlait la femme en même temps que le mari. Donc, Et exactement, il y avait une atrocité énorme. Ok? Donc au temps grec aussi, tu vas voir que quand un homme, un guerrier grec meurt, tu vas voir que on l'enterrait avec sa femme. Donc il y avait toute une pratique qui était là, qui brisait même le droit de l'humanité, pas le droit de la femme, mais le droit de l'humanité. Et on va venir au temps à la lutte ouvrière. C'est en ce moment, dans les années 1917, que les femmes ont commencé à prendre un peu le ton, à hausser un peu le ton, à se dire, bon voilà, il faut qu'on essaye de nous humaniser. Il faut qu'on essaye de nous voir comme des êtres humains. C'est pour cela maintenant qu'il y a eu des guerrières, des personnes, des ferventes activistes qui ont donné le ton et qui maintenant ont été même tuées par la suite par l'autre homme. Donc, pour commémorer tout ça, pour dire non comme l'esclavage à ces pratiques nuisibles pour l'humanité, on a jugé à partir de 1917 maintenant de donner une journée exclusivement pour les femmes pour dire bon voilà, c'est comme le 26 mars au Mali, c'est-à-dire exactement, c'est-à-dire pour dire voilà, remémorons ces personnes-là qui ont donné leur vie, qui ont été tuées pour des futilités. Donc c'est dans ce sens-là maintenant que chaque année on fête le 8 mars pour essayer de dire vraiment paix aux âmes et n'oublions pas les droits des femmes qui sont aussi des êtres humains comme nous. Ah, mais au Mali, on ne fait pas droit des femmes. Exact. C'est uniforme. C'est On s'en va faire le folklore. exact. On va danser. C'est ça. Alors qu'on devait de vraiment nous préoccuper du droit de la femme, essayer de revendiquer ce jour-là. Voilà. Pourquoi penses-tu qu'il est important pour les hommes de s'engager pour l'égalité des genres? Au fait, quand on parle d'homme, on parle de femme. C'est la vie. Ok. Parce que quand tu regardes même l'étymologie de l'homme, homme c'est 5 lettres. Femme c'est 5 lettres. Donc 5 lettres plus 5 lettres ça fait 10. 10 c'est 1 plus 0 qui est égal à 1. Donc vous voyez, scientifiquement sur le plan universel, Dieu même a créé l'homme de la femme. C'est-à-dire la femme est venue de l'homme directement. Ça veut dire que la femme est une entité de l'homme, tout comme l'homme est une entité de la femme. Et l'homme qui ignore ce principe a déjà biaisé le système universel de Dieu. Et quand tu freines le système universel de Dieu, tu ne vas plus dans ce sens-là. Donc, tu vas avoir des problèmes. Donc, pour éviter des problèmes, pour éviter des différends, vous voyez, dans le foyer malien, c'est les femmes qui sont là. Ouais. Et les hommes disent que c'est les femmes qui sont à la source de ça, parce qu'ils sont en train de souffrir, Parce que quand tu te prends comme un super-héros, tu penses que c'est toi qui dois tout résoudre. Sûrement, inéluctablement, tu vas tomber dans ce vide universel et tu vas mourir. Donc, il est très important, en grosso modo, pour un homme de se battre pour l'égalité de genre, pour qu'il puisse avoir le minimum de paix pour soi-même, pour sa famille
et pour sa communauté. À t'entendre parler là, on a un masculin positif. C'est plein là. Donc, expliquez-nous un peu le concept masculinité positive parce que on entend parler, on voit vraiment des masculins positifs. Ah, c'est comment? Voilà. Quand on parle de masculinité positive, c'est très simple. Masculinité, c'est l'homme, ok, mais dans 3 fonctions, mais on ne va pas parler de ces fonctions, et positive. C'est-à-dire, il y a masculinité positive, il y a masculinité hégémonique. Maintenant, les masculinités, on ne dit pas la masculinité, il y a beaucoup de gens qui disent la masculinité positive, on dit les masculinités positives. Les masculinités positives. Et donc, les masculinités positives, ce sont des comportements, un ensemble de comportements qu'un homme doit appréhender pour le bon vivre ensemble. Ok. C'est les comportements, par exemple, quand tu es musulman et que tu te réfères sur les différents comportements du prophète, c'est le prophète qui a été l'auteur d'éradiquer ce phénomène qu'on faisait en Arabie Saoudite, qui était le fait d'enterrer les fillettes mortes. Dès que tu donnes naissance à une petite fille, on enterrait. C'est le prophète qui a gardé ça. C'est le prophète qui jouait avec ses femmes avant d'aller à la prière du crépuscule. Donc ces comportements-là, c'est ce que les masculinités positives nous disent. Allez-y vers ces bons comportements pour qu'on puisse avoir un foyer de paix, un foyer de tranquillité et par la suite une communauté et un état harmonieux. Donc ce sont ces comportements qu'on appelle masculinité positive. Mais comment on vous voit dans la société, voilà, comment on vous traite dans la société, parce qu'il faut savoir que beaucoup parlent de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, mais ils ne l'appliquent vraiment pas dans toute sa splendeur en fait. Donc comment vous êtes vus, vous les hommes qui avez décidé vraiment d'être positifs, d'avoir des bons comportements envers les femmes ou envers l'humanité? Je vous assure, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est comme si on est harcelé en longueur de journée. Parce que la religion dit, essayez d'être un peu le reflet du prophète, paix et salut sur lui. C'est ce que la religion dit. C'est-à-dire, suivez les comportements du prophète, paix et salut sur lui. Faites ce qu'il faisait pour être harmonieux, pour être en paix avec soi-même. Mais quand tu fais ça au Mali, oh là 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 là, ça a commencé, je vais vous donner une anecdote. Chez moi, ça a commencé malheureusement avec ma maman même, parce que c'est dans la vieille tradition. Donc, lorsque un jour, j'étais en train de faire la brochette et que ma femme était assise à côté de moi, ma mère a dit Astaghfirullah, mon enfant est perdu. Il est fini comme ça, je ne vois plus mon enfant. Et toi, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Donc, on est persécuté par la société parce que la société pense que quand tu es un masculin positif, il y a la prendre. Et te foigna, et il y a des gens qui vont aller dire que la femme même nous a fait des gris-gris. Et c'est à cause de ça que vraiment on est dans ce sens-là. Et ils vont aller faire des contre-gris pour que vraiment ce foyer qui vit dans la paix va se déchirer. Donc, on est très mal perçu par la société, en grosso modo, parce que la société pense que ces comportements-là ne sont pas les bons comportements, alors que c'est dans la socialisation et ils ne le comprennent pas. Donc ça va un peu vers les stéréotypes traditionnels associés à la masculinité. Ça, c'est comme il faut être fort, il ne faut pas se laisser dominer par une femme et tout. Qu'est-ce que tu peux dire par là, en fait? Voilà, les stéréotypes, il faut que les gens sachent d'abord que ce sont les préjugés. On parle des stéréotypes quand il y a préjugés. Et les préjugés, c'est de différentes formes. Par exemple, quand on voit une femme habillée en jupe ou en pantalon, on va dire que c'est une femme facile. Ouais. Et quand on voit une femme habillée en hijab, on va dire que c'est une femme pieuse. Ouais. Alors que, voilà, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Donc, ces stéréotypes-là sont aussi liés à notre tradition. Parce que la tradition, c'est l'homme qui fait. C'est les hommes qui font cette tradition. C'est pour ça que moi, dans mes échanges avec les aînés, parce que je forme beaucoup les leaders religieux, les chefs de quartier, les chefs de village, et puis les imams, je les forme beaucoup. Et
quand je parle avec eux, je vois que la société leur a donné quelque chose comme tradition qui est souvent nuisible. Ouais. C'est très souvent nuisible. Par exemple, il y a une de nos régions, regardez, si tu pars là-bas, par exemple, la femme mariée, le mari va en exil, chercher de l'argent, mais n'importe quel homme qui est dans cette famille-là peut coucher avec la femme. Sacrilège. Oui, c'est au Mali ici. Hein. On ne va pas dire le nom de la... Et c'est vraiment... Et c'est très bien autorisé. Et quand il y a un enfant, même le père du mari peut coucher avec la fille, avec la femme là. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un enfant, c'est pour le mari. Tu es obligé. Tu sais que ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu es en exil, tu es à l'extérieur, tu es à l'étranger. Wow. Mais quand tu viens, tu es obligé même de donner les forfaits pour les cérémonies. Et quand tu ne le fais pas, tu vas être sujet à une discussion vraiment houleuse avec toute la communauté. Wow. Et tu vas sortir de cette boîte. Donc, vous voyez, c'est des pratiques qui sont nuisibles par nos mœurs, nos coutumes. N'est-ce pas? Quand on parle de tradition, c'est les bonnes traditions. Ouais. Ça veut dire que dans toutes choses, il y a les bonnes et les mauvaises. Oui. Donc, c'est à nous maintenant de voir qu'est-ce qui est bon pour nous dans la tradition et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous dans la tradition. Et quand ce n'est pas bon pour nous, si ça ne nous arrange pas, il faut se dissocier de ces pratiques-là. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et quand c'est bon pour toi, tu t'associes. Et ça ne va rien enlever du fait d'être homme. Ouais. Voilà, donc voilà, malheureusement, c'est des pratiques, il y en a beaucoup. On peut passer toute la journée à citer des cas d'exemples comme ça. Ouais. Se fait dans notre société et que les gens pensent que c'est la tradition et qu'on doit le faire. C'est normalisé en fait. C'est normalisé. Parce que, au fait, quand tu regardes les VBG, les violences basées sur les gens, il y a beaucoup de normes qui sont normalisées par nos us, par nos traditions en quelque sorte. Et il faut qu'on arrive à déconstruire afin de reconstruire. Parce que quand on parle de tradition, il y a la déconstruction, il y a la reconstruction. Il faut qu'on arrive à déconstruire ces choses-là pour reconstruire des bonnes valeurs afin qu'on puisse un Mali glorieux. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de... le Mali était un pays exemplaire en matière de coutumes, en matière de us, en matière de tradition, en matière de bon-être social, de bon vivre ensemble. Mais actuellement, pourquoi il y a cette faille qui existe? C'est parce qu'on a épousé des pratiques qui ne sont pas les nôtres et qui sont en train de nous tuer en longueur de journée. Monsieur Koumaré, dans le Mali actuel, là, comment sensibiliser les hommes sur les masculinités positives? Ok, une question très pertinente. Hein? Voilà, moi, à mon niveau, j'ai expérimenté quelque chose avec les ONG, voilà, parce que je travaille avec pas mal d'ONG. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord voir les acteurs. Parce que quand on parle de changement, il y a des acteurs clés. Par exemple, dans le quartier, il y a le chef de quartier, n'est-ce pas? Il y a les imams, ok? Il y a les ESC, oui. Okay? Les jeunes, les groupements de jeunes autres là qui sont là. Et les groupements de femmes aussi qui sont là. Parce que dans les sensibilisations, on intègre tout le monde. On ne dit pas que c'est des bons comportements d'hommes, on va prendre seulement les hommes. C'est-à-dire, on va prendre aussi des femmes parce qu'il y a des cas pratiques, des expérimentations que les femmes aussi peuvent faire qui vont maintenant nous donner une suite logique à notre travail. Donc, il s'agit de prendre ces acteurs, les informer d'abord, leur montrer que vraiment, ce qu'ils pensent de la socialisation, c'est-à-dire des règles préétablies par la société, que ce n'est pas du Coran ou bien de la Bible. Ouais. Que c'est les hommes comme eux qui ont écrit, qui se sont assis pour se mettre d'accord sur ça et que eux aussi, on est à un tournant de notre vie et qu'ils doivent aussi faire un changement positif par rapport à cette tradition-là. Parce que quand on parle de masculinité positive seulement, on va se bloquer au niveau des traditions. Donc, pour sensibiliser, je reviens un peu à votre question, il faut vraiment aller vers les acteurs. Donc, après les acteurs ciblés, ces acteurs-là vont aussi faire de porte-à-porte ou bien de sensibilisation auprès de leurs pairs afin que ça va se vulgariser et on aura une vulgarisation optimale dans le pays et il va y avoir un changement positif. Espérons un changement vraiment positif. Ça va venir. Espérons un changement positif parce qu'il est très important pour nos hommes d'adopter vraiment les masculinités positives qu'on souhaite, quoi. Exactement.